Dans l'Atlantique Sud, l'un des endroits les plus isolés de la planète. À partir du Cap, en Afrique du Sud, 5 jours de mer pour y arriver. C'est ce qu'ont fait nos envoyés spéciaux, c'est notre carnet de route de la semaine. On va commencer par ce long périple avec Michel Izard et Bertrand Lachat. L'ombre de la grande histoire sur une île perdue. La douceur des tropiques. La rigueur des falaises. L'azur insoupçonné des paysages, une tombe vide dans le creux d'un vallon, un drapeau français planté en terre anglaise, une chambre blanche où la gloire a pâli, un nom appris sur les bancs de l'école, Sainte-Hélène, illustre et lointaine inconnue. Pour l'atteindre, il faut d'abord aller en Afrique du Sud. On cueillera quelques images au passage pour le plaisir. Une chute de brume, cascade de nuages qui s'évanouissent en descendant sur la ville du Cap, vers notre point de départ. C'est par là. Passez la sécurité et puis vous le verrez. Ok, thank you. C'est un navire de 100 mètres de long, le RMS Sainte-Helena, mi-cargo, mi-paquebot, qui va nous embarquer. Avec nous, Michel d'Antoine Martineau, le consul de France, qui rentre chez lui. À la barre, le capitaine Yang. À bord, 55 membres d'équipage et 120 passagers. Parmi eux, 2 Français, Pascal et Frédéric, des passionnés d'histoire qui sont déjà venus plusieurs fois à Sainte-Hélène. Donc vous verrez au restaurant, ils sont tous habillés avec un Spencer, ils servent en livret, c'est assez british. Aujourd'hui, Sainte-Hélène est un des lieux les plus isolés au monde. Il n'y a pas d'aéroport. Le bateau est le seul moyen d'y accéder après 2700 km et 5 jours de mer. Nous, ça dure que 5 jours, mais Napoléon, lui, il a mis 3 mois quand même pour venir à Sainte-Hélène. Donc c'était un très très long voyage. Le 9 août 1815, après Waterloo, après l'abdication, Napoléon est emmené contre son gré par les Anglais vers Sainte-Hélène. Les gravures de l'époque le montrent, saluant la France, qu'il ne reverra jamais. Notre bateau entre dans le rythme paisible de l'Atlantique Sud en cette saison. Vitesse de croisière 15 nœuds, 28 km/h. Pour le consul de France, c'est presque une routine. Depuis 30 ans, il a fait le trajet une bonne 50aine de fois. Il faut l'accepter comme une parenthèse. Et pour moi, je trouve que ce qui est formidable, c'est que comme il n'y a pas d'internet, pas de moyens de communication, ça permet vraiment de décompresser. Pour Napoléon, le voyage fut interminable et éprouvant. 1100 personnes s'entassaient sur son navire. L'empereur se montrait peu, mais il impressionnait l'équipage. Tous savaient qu'il vivait un moment historique. Donc c'était à qui apercevra l'empereur, à qui il dira quelques mots, etc., à qui il pincera l'oreille, parce qu'il savait qu'il rentrait dans l'histoire. Autour de nous, à perte de vue, il n'y a rien. Le bateau transporte le ravitaillement de l'île, 800 tonnes de fret, des habitants qui rentrent chez eux et quelques touristes qui apprivoisent le temps, chacun à sa manière. Ça, c'est le petit plaisir du voyage. Les petits plaisirs du voyage. Shuffleboard, Kittle, Bingo, Quiz, toute une gamme de jeux typiquement anglais. Oui, on a plein de jeux idiots. C'est bon d'être un peu fou à bord. Sans oublier le cricket, indispensable. Pascal Laparlière, lui, cultive un autre genre de loisir. Alors là, vous avez quelque chose à nous montrer? J'ai une petite surprise. Ah oui? Ce qui l'intéresse, c'est l'étoffe du héros. Et vous vous promenez toujours avec? Non, là c'est une commande de l'office de tourisme.
de Sainte-Hélène, Ah oui. voilà, que j'ai fait réaliser dans un petit atelier à Dinard. C'est la réplique exacte de l'uniforme de Napoléon quand il était à Sainte-Hélène. Il en existe 2 exemplaires. Il y en a un qui est au musée de Sens et l'autre, il est dans la tombe. Il est magnifique, hein. Il est magnifique. Hein. Non, non, on s'y croirait presque. Hein. La Légion d'honneur, La l'épée et bien sûr Je peux l'essayer? Oui. le fameux bicorne. C'est assez rigide. Ah oui, là il a vraiment une petite tête, parce que là ça va pas du tout. Et Napoléon, il avait une petite tête ou... Napoléon, en fait, il avait un peu mon gabarit, petit et replé. Ça suffit pas pour s'identifier. Non. À l'extérieur, le décor bouge mais ne change pas. Après la pleine mer, une autre pleine mer. À l'intérieur, dans le sillage de l'empereur, le RMS Sainte-Helena transporte toujours une cargaison d'histoire, comme celle de Monsieur Dofton, venu sur les traces d'un ancêtre qui a connu Napoléon, tout spécialement d'Angleterre, avec sa femme. Napoléon est un géant de l'histoire. Et c'est fascinant de penser que mon arrière-arrière-grand-père ait pu le côtoyer. Je pense que toute sa vie, il a rêvé de venir à Sainte-Hélène. Et voilà, nous y sommes, enfin. Le RMS entretient l'atmosphère des voyages à l'ancienne. C'est le dernier des Royal Mail Ships, bateaux du courrier de Sa Majesté, qui assure une liaison vers un des confettis de l'Empire britannique. Les nuits glissent une à une sur le bastingage. Sainte-Hélène reste encore mystérieuse, prisonnière de l'image de nos livres d'histoire. On l'envisage battue par les vents, hostile, liée au sort funeste de Napoléon. Je suis contente qu'il soit venu parce qu'il a fait connaître Sainte-Hélène. C'est mon île, je l'adore et je la partage avec Napoléon. Et puis, un matin, l'océan livre sa promesse. À l'horizon, ce n'est pas un nuage, ce n'est pas un mirage. 5 jours de vie entre parenthèses, hein, d'attente, hein, et on la voit qui apparaît comme ça. Un peu aride quand même. Là, elle est quand même conforme à la légende. C'est une forteresse de rochers. Impressionnant pour vous? Ah oui, c'est impressionnant, oui. À son arrivée, en octobre 1815, Napoléon, lui, n'était pas vraiment enthousiaste.